Voilà, donc l'enregistrement a commencé. On va pouvoir attaquer. Je vais partager mon écran. Voilà. Ok, donc normalement, vous devriez voir ma présentation. J'ai l'impression que ça fonctionne. Donc du coup, bah, je vous souhaite la bienvenue à cette formation permis de traiter. Merci de vous être connectés ce matin. Donc, cette formation, elle est organisée en collaboration avec ProConseil, l'Office technique maraîcher et puis l'Union fruitière alémanique et la DGAV pour laquelle je fonctionne. Peut-être juste pour commencer, un élément pour être sûr que tout fonctionne bien au niveau de la vidéo. Donc, par défaut, j'ai coupé les micros et les vidéos pour éviter qu'il y ait des turbulences pendant les présentations. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient des questions en cours de route, vous pouvez utiliser le petit chat pour noter les questions. J'essaierai d'y répondre si je peux. On pourra y répondre aussi par la suite. Et puis, normalement, à la fin des présentations, à la fin des interventions, vous aurez la possibilité de prendre la parole. Donc, je pourrai ouvrir les micros. On verra. Voilà, on est beaucoup de monde, donc on verra comment ça fonctionne. Au pire, les questions sur le chat, et puis on y répondra soit directement aujourd'hui, ou alors par la suite, et on mettra les réponses en ligne. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Pierre-Yves Jacquery, je travaille à la station de protection des plantes à Grange-Vernay, donc pour la DGAV, et puis c'est moi qui suis la personne de contact pour tout ce qui concerne le permis de traiter dans le coton de veau. Je salue aussi la présence parmi vous de collègues de Neuchâtel, des cantons Neuchâtel, Genève et Fribourg qui profitent de la formation qu'on a mis en place pour se connecter directement. Voilà. Donc, en bref, les modalités de la formation. Donc, aujourd'hui, vous êtes connecté au premier module. Donc, on va aborder les bases légales en matière d'utilisation des phytos et tout ce qui est protection d'utilisateur. Donc, c'est un module transversal où toutes les branches de production sont connectées le même jour au même moment. Ensuite, vous aurez la possibilité de suivre le module numéro 2 et le module numéro 3, qui là, par contre, seront réalisés par secteur d'activité, donc grande culture, arbo, viti et puis maraîchage. On a ajouté aussi une session FAQ, donc à la fin une fois que les 3 premiers modules ont eu lieu, on organisera une petite session en fin de journée et en après-midi, je vous donnerai la date tout à l'heure, 1 heure de temps pour vous laisser la possibilité de vous connecter, éventuellement poser les quelques questions qui resteraient après ces formations, donc avant l'examen. Et les examens auront lieu soit donc, à Grange-Vernay et à Changin, donc en fonction de vos inscriptions. Le programme, alors vous l'avez là, alors c'est probablement un peu petit, mais vous avez les infos dans le mail que je vous ai envoyé. Donc pour les maraîchers parmi vous, vous allez continuer cet après-midi avec le premier module, avec les collègues de l'OTM. Et puis pour l'arbovitier et les grandes cultures, le deuxième module, ce sera ce jeudi en matinée. Le troisième module, ce sera la semaine prochaine, donc le 11 novembre. Donc vous voyez, pour chaque branche d'activité, on a un module séparé, une session visio séparée. La FAQ, celle-ci, vous pouvez la noter donc le 13 novembre de 16h30 à 17h30. Si vous avez l'occasion de vous connecter, vous pourrez le faire, nous poser les dernières questions. On mettra aussi les réponses en ligne sur notre site internet. Et puis, les 2 éléments importants. Donc, l'examen écrit à Grange-Vernay le 17 novembre. Et puis, la session qui sera organisée à Changin la même semaine, mais le 20 novembre, tout ça en matinée, donc dès 9h. Ça, c'est pour le programme. Et puis, au niveau de l'examen, quelques indications complémentaires. Alors, la première session à Grange-Vernay le 17 novembre à 9h, la deuxième à Changin le 20. C'est un examen écrit, donc format QCM, donc questions à choix multiples, quelques questions ouvertes. Vous aurez droit à tous les supports papier que vous souhaitez. Donc, certains d'entre vous ont commandé les supports de cours qu'on a préparés, donc vous les avez reçus par la poste normalement. Et puis, pour les autres, vous avez accès en téléchargement sur le lien que je vous ai envoyé par mail. Donc, pensez à imprimer ces documents. C'est tous des documents que vous aurez le droit d'utiliser pendant cet examen. Par contre, tous les appareils électroniques, donc Natel, ordinateur, tablette, seront strictement interdits pendant cet examen. Vous allez recevoir une convocation d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a un petit émolument de 50 francs qui sera à payer sur facture pour pouvoir obtenir ce permis. Voilà, donc ça, c'est les quelques modalités
d'examen. Et puis, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que finalement, vous avez besoin de ce permis. Donc, ça fait suite à la révision des bases légales qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Donc, le permis que vous allez obtenir ces prochaines semaines, vous pourrez directement l'échanger début 2026 contre un nouveau permis de traité digital. Ce permis de traité, il sera valable 5 ans. Et puis, vous voyez que vous aurez 8 heures de formation continue à suivre pendant ces 5 années pour que le permis reparte pour 5 années supplémentaires. Et là où finalement l'obligation du permis va être vraiment contraignante, c'est qu'à partir du 1er janvier 2027, vous devrez attester que vous êtes titulaire du permis pour pouvoir acheter des produits phytosanitaires réservés à un usage professionnel. Donc c'est vraiment à partir de 2027 que vous aurez véritablement besoin de ce permis. Et puis un élément sur lequel j'insiste avant de commencer, c'est peut-être pas clair pour tout le monde parmi vous, du moment que vous avez effectué une formation agricole, donc avec un CFC, un diplôme d'école d'agriculture, un brevet, une maîtrise, dans les différentes branches de production de l'agriculture, si vous avez fait une formation ES, une formation HES dans l'agricole ou bien le poly à Zurich, tous ces diplômes vous permettront d'obtenir le nouveau permis de traiter l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un élément important, et quelle que soit l'année. Donc si certains d'entre vous ont fait un CFC ou une formation agricole dans les années 80, pas de souci, vous n'avez pas besoin de faire la formation pour laquelle on est là aujourd'hui. Votre diplôme vous permettra d'obtenir ce permis. Donc ça, c'est vraiment important. Si certains d'entre vous se rendent compte, ah ben zut, finalement, ou bien plutôt tant mieux, j'ai déjà une formation agricole, donc j'ai pas besoin de ce permis, n'hésitez pas à me mettre un petit mail dans la journée ou pendant la semaine, comme ça, moi, je vous désinscrirai de la formation. Un élément important aussi au niveau des diplômes qui ne sont pas reconnus, certains d'entre vous ont peut-être un CFC de caviste pour ceux qui sont actifs dans la VITI. Ce diplôme n'est pas reconnu au niveau du permis de traiter. Et puis les formations AFP récentes, donc depuis 1993 non plus. Voilà, ça c'était un élément que je voulais absolument préciser ce matin avant d'enchaîner avec les interventions du jour. Voilà, donc on va sans autre commencer cette formation. Donc aujourd'hui au menu, 2 thématiques importantes, les bases légales. Je remercie Agnès Novotny, ma collègue de la DGE qui est en ligne, qui va se charger de présenter ces éléments-là. Et puis, on a Monsieur Tabor du SPA qui nous rejoindra aussi en cours de route en fin de matinée pour aborder tout ce qui est protection de l'utilisateur, comment on doit se protéger quand on manipule ces produits phytosanitaires. Voilà, alors je vais arrêter le partage. Je crois que les questions, on y répondra peut-être après. Donc, Agnès, je te laisse volontiers la main pour nous présenter les aspects base légale. Il faut ouvrir ton micro. Je recommence. Bonjour à toutes et tous. Donc Agnès Novotny, je travaille à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud en tant qu'inspectrice des produits chimiques. Donc je m'occupe du contrôle du marché des produits chimiques. Et puis ce matin, je vais vous parler de législation et plus spécifiquement de la législation qui s'applique aux produits phytosanitaires. Alors je vais partager mon écran. Voilà, donc vous devriez en principe voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, merci de me le signaler. C'est tout bon, C'est tout Agnès. bon, d'accord, magnifique. Donc voilà, on va parler de législation ce matin pendant 1 heure de présentation. N'hésitez pas à poser des questions donc, dans le chat et puis à la fin de cette présentation, on pourra également répondre à vos questions par oral. Donc l'objectif de cette courte présentation, c'est pour vous de connaître les principales règles qui s'appliquent aux produits phytosanitaires, que ce soit pour la commercialisation en Suisse de ce type de produits, l'importation ou bien l'emploi. On verra, et vous les connaissez déjà sûrement en partie, les restrictions qui s'appliquent à l'utilisation de ce type de produits. Et puis en dernière partie, on parlera du système d'étiquetage des produits chimiques en Suisse, d'une manière à ce que vous soyez tous en mesure d'identifier et interpréter les informations que vous retrouvez sur ces étiquettes et également sur les fiches de données de sécurité des produits.
Donc, on va parler de législation. Vous savez peut-être qu'en Suisse, on a un système avec des lois qui sont un peu si on peut dire, au sommet de la pyramide de la législation. Les lois, c'est des textes légaux qui vont définir les grands objectifs de manière finalement assez générale. Et puis, en dessous de ces lois, on va avoir des ordonnances qui vont expliquer ou décrire comment est-ce qu'on peut atteindre en fait les grands objectifs définis dans les lois. Et les ordonnances, elles sont un peu plus précises, mais évidemment, elles reprennent quand même ces grands objectifs définis dans les lois. Et puis, dans le domaine des produits phytosanitaires, on a 2 lois qui sont importantes. La première, c'est la loi fédérale sur la protection de l'environnement, la LPE, qui concerne l'environnement au sens large, donc qui va s'appliquer à la protection de l'humain, des animaux, des plantes, biocénoses, etc. Et puis, on a une autre loi qui est très importante, c'est la loi sur les produits chimiques, qui est également une loi fédérale, donc qui s'applique dans toute la Suisse. Cette loi, elle est vraiment spécifique aux produits chimiques et puis elle est très centrée sur l'humain, la protection de la santé et de la vie de l'être humain. Et à partir de ces 2 lois, on va avoir différentes ordonnances qui vont donc découler de ces 2 lois et puis qui vont régler la mise sur le marché et l'emploi des produits phytosanitaires. Et on va en voir certaines un peu plus en détail ce matin. On va notamment parler de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires, l'OPPH, qui décrit les règles liées à la mise sur le marché des produits phytosanitaires. On parlera également des ordonnances pour les permis de traiter, donc qui sont obligatoires pour employer des produits phytosanitaires en tant que professionnel. Et puis, on parlera finalement également de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, l'ORR-CHIM, et c'est dans cette ordonnance qu'on retrouve la grande majorité des restrictions d'utilisation liées aux phytosanitaires. Donc voilà pour un aperçu rapide. Donc comme j'ai dit, on a 2 lois qui sont très importantes, notamment la LPE qui concerne la protection de l'environnement au sens large et puis cette loi fédérale, donc elle va couvrir différents domaines comme les substances dangereuses, mais également la protection de l'air, du bruit. Elle a plusieurs principes qui sont notamment le principe de prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc on prend des mesures pour essayer d'empêcher des atteintes nuisibles sur l'environnement. On va lutter à la source en priorité. Et puis, il y a également le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que c'est le pollueur ou la personne responsable d'une situation de pollution qui va devoir assumer les frais pour remédier à cette situation. La loi fédérale sur les produits chimiques, la LCHIM, c'est une loi qui va régler l'utilisation de tous les produits chimiques dangereux. On va voir juste après qu'est-ce qu'on entend par produits chimiques. Donc cette loi fédérale, elle est vraiment centrée sur la vie et la santé humaine. Elle a un principe qui est très important dans le domaine des produits chimiques et puis aussi un peu particulier, c'est le principe du contrôle autonome. Ce principe du contrôle autonome, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que pour mettre sur le marché des produits chimiques, pour les fabriquer et puis les importer et ensuite les commercialiser, tout ça se fait sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle préalable des autorités, que ce soit les autorités cantonales ou fédérales, avant la mise sur le marché d'un produit. Donc ça relève vraiment de la responsabilité du fabricant importateur. Le but, c'est d'éviter des procédures administratives, de limiter les entraves au commerce, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut aussi poser problème si les fabricants importateurs ne prennent pas leurs responsabilités en main. Et puis, à ce principe du contrôle autonome, il y a quelques exceptions, et ces exceptions, c'est les biocides, les phytosanitaires et les engrais. C'est certaines catégories de produits chimiques pour lesquels il y a besoin d'une homologation, c'est-à-dire d'une autorisation qui est délivrée au niveau national. Donc là, le contrôle autonome, il ne s'applique pas. Donc, on a vraiment un contrôle et puis une évaluation qui se fait avant la mise sur le marché. Un autre principe, c'est l'obligation d'information des acquéreurs de produits chimiques, c'est-à-dire qu'un fabricant, il doit informer l'utilisateur des dangers liés à son produit chimique et puis également des mesures de précaution qui devront être prises.
Et puis, un devoir de diligence de l'utilisateur qui nous concerne tous en tant qu'utilisateurs de produits chimiques. Donc, en tant qu'utilisateur, on doit prendre des mesures de précaution et puis surtout, toujours tenir compte des informations qui nous ont été fournies par le fabricant. Alors, qu'est-ce que c'est ces informations? C'est en fait toutes les informations qu'on va retrouver sur l'étiquette, la fiche technique ou bien la fiche de données de sécurité. Donc, ce devoir de diligence, il implique, par exemple, de toujours respecter le dosage d'un produit phytosanitaire qui est mentionné sur une étiquette. Donc, cette loi sur les produits chimiques, c'est une loi qui s'applique à tous les produits chimiques avec quelques exceptions parce que finalement, tout est fait de produits chimiques. Elle va régler tous les produits chimiques à l'exception des substances radioactives, des médicaments, c'est-à-dire des substances chimiques qui vont être utilisées pour guérir, pour soigner. Elle ne s'applique pas non plus aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux, aux déchets, aux cosmétiques, donc des substances chimiques qui sont utilisées sur la peau, aux armes, munitions, cigarettes, alcool, stupéfiants et feux d'artifice. Pourquoi est-ce que cette LCHIM, cette loi sur les produits chimiques, elle ne s'applique pas à ce type de produits? C'est parce qu'en fait, on a des réglementations, législations qui sont distinctes, qui sont spécifiques à ce type de catégorie. Donc voilà, on a vu qu'il y a quelques exceptions, mais finalement, elles concernent quand même beaucoup de produits. Donc tout ce qui est peinture, produits de nettoyage, des huiles essentielles pures, des désinfectants pour les mains, des colles, des produits biocides, par exemple, des désinfectants pour les piscines, ou bien justement tout ce qui est produits phytosanitaires, c'est soumis à la législation sur les produits chimiques, à la loi sur les produits chimiques. Et puis, donc ça, c'est vraiment ces 2 lois un peu générales. De ces 2 lois, comme on a dit, il y a différentes, ordonnances qui vont découler et notamment l'ordonnance sur les produits phytosanitaires qui va régler la mise en circulation des produits en Suisse. L'ordonnance sur les produits phytosanitaires, donc l'OPPH, c'est vraiment une ordonnance qui est spécifique aux produits phytosanitaires. Alors pourquoi est-ce qu'on a une ordonnance spécifique aux produits phytosanitaires? C'est parce que comme on a vu, contrairement à d'autres produits chimiques, les produits phytosanitaires doivent être homologués avant de pouvoir être mis sur le marché. Donc, qui dit homologation dit conditions précises, définies pour quel produit nécessite une homologation, comment on peut l'obtenir, etc. Donc, c'est vraiment une ordonnance qui va définir toutes ces règles. Le but de cette ordonnance et puis je pourrais dire de cette obligation d'homologation en fait des produits phytosanitaires, c'est de s'assurer que les produits, ils sont suffisamment efficaces, donc ils vont atteindre le but qui est visé et puis que ces produits n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé ou l'environnement, donc pas d'effets secondaires inacceptables, par exemple sur les utilisateurs de produits phytosanitaires ou bien sur les consommateurs. Et puis tout ça, c'est évalué à chaque fois en tenant compte que lorsqu'on utilise le produit, on a respecté les prescriptions qui sont applicables à celui-ci, par exemple, du point de vue de la protection individuelle et du dosage. Donc cette ordonnance, elle est vraiment spécifique aux produits phytosanitaires, mais finalement, qu'est-ce que c'est un produit phytosanitaire selon cette ordonnance? C'est en fait tous les produits qui vont être utilisés sur des végétaux, donc c'est vraiment spécifique aux végétaux, pour les protéger contre des organismes nuisibles, pour exercer une action sur leurs processus vitaux, sur leur croissance, leur développement, pour assurer la conservation de ces produits, des récoltes, mais on a également les herbicides, donc des produits qui sont utilisés pour détruire des végétaux. Donc, dans les produits phytosanitaires, on trouve des acaricides, bactéricides, fongicides, insecticides, etc., selon le type d'organisme nuisible qui va être combattu. Et puis ces produits phytosanitaires, donc ils vont être composés de substances actives, donc ces substances qui vont avoir une action, l'action phytosanitaire désirée. Ça peut être des substances actives naturelles, comme par exemple le vinaigre, ou bien des substances actives de synthèse, comme
le glyphosate par exemple. Et puis, dans les substances actives, on va également retrouver des micro ou bien des macro-organismes qui sont utilisés avec une fonction phytosanitaire. Et puis en Suisse, selon la législation suisse, on fait vraiment une différence entre les produits phytosanitaires et les biocides qui sont soumis à une ordonnance à chaque fois spécifique. Donc, produits phytosanitaires, c'est vraiment des produits qui sont utilisés sur des végétaux, alors que les biocides, c'est des produits qui sont utilisés mais aussi pour combattre des organismes nuisibles, mais qui ne vont pas être appliqués sur les végétaux. Donc, dans les biocides, on a par exemple les désinfectants pour les mains, on peut aussi avoir des insecticides, mais qui ne vont pas être utilisés sur des végétaux, des anti-moustiques, anti-fourmis, etc. Donc voilà, on fait vraiment une distinction entre ces deux types de produits, même si parfois ils peuvent avoir des concentrations qui sont vraiment très similaires. Donc les produits phytosanitaires, comme j'ai dit, c'est des produits qui doivent être homologués en Suisse. Donc on ne peut pas mettre un produit en circulation en Suisse si on n'a pas d'homologation. L'homologation, elle est délivrée par le service d'homologation. Le service d'homologation, c'est depuis 2022 l'OSAV, qui est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Donc, c'est le service d'homologation qui va dire ou qui va donner la décision d'homologation. Mais en fait, cette homologation, c'est toute une procédure dans laquelle on va avoir différents offices fédéraux qui vont être consultés et puis qui vont donner leur avis par rapport à la protection des travailleurs, par rapport à la protection des consommateurs ensuite de denrées alimentaires ou bien par rapport à l'environnement. Donc, cette homologation, elle va se faire selon l'ordonnance sur les produits phytosanitaires. Et puis, les phytosanitaires qui sont homologués en Suisse, ils vont tous figurer dans l'index des produits phytosanitaires qui est accessible en fait en ligne. Je vous ai mis ici le lien. Donc, c'est vraiment dans cet index qu'on retrouve tous les produits phytosanitaires qu'on peut rechercher. Et puis, les produits phytosanitaires qui sont commercialisés en Suisse, ils vont tous avoir un numéro d'homologation sur leur étiquette. Un numéro d'homologation qui commence souvent par W, ça c'est lié à la procédure d'homologation suisse, mais on a également des produits phytosanitaires qui ont été homologués selon une procédure étrangère, mais qui sont reconnus en Suisse. Donc, on pourra avoir par exemple un numéro d'homologation qui commence par I pour l'Italie, A pour l'Autriche, D, Allemagne, B, F, etc. Donc, c'est des produits des pays qui ont comme point commun d'avoir des procédures d'homologation similaires à la Suisse, mais également une langue qui est une des langues nationales suisses. Donc voilà, tous les produits phytosanitaires doivent être homologués. On a quand même une exception, c'est pour les produits qui contiennent ce qu'on appelle les substances de base, donc des substances qui sont jugées comme très peu nocives pour la santé ou l'environnement, par exemple le vinaigre, la bière, le lait écrémé. Donc ces produits, ils ne nécessitent pas d'être homologués. Et puis prochainement, parce que cette ordonnance au PPH, elle a été révisée et puis on a une nouvelle version qui va entrer en vigueur prochainement. C'est même des produits qui seront plus considérés comme des produits phytosanitaires. Alors voilà, c'est des substances qui sont jugées comme peu nocives, mais évidemment, elles peuvent également avoir un impact sur l'environnement si elles sont mal utilisées. On pourrait prendre par exemple l'exemple du lait. Donc, si on a un grand déversement de lait dans un cours d'eau, on n'a pas de toxicité directe, mais on a une toxicité indirecte parce que les micro-organismes, les bactéries qui se trouvent dans le cours d'eau, elles vont dégrader la matière organique, dégrader le lait. Et puis cette dégradation, en fait, elle va provoquer une consommation d'oxygène qui va finalement nuire à la bonne santé du cours d'eau et puis au développement des poissons et autres organismes. Donc voilà, mais c'est quand même des substances qui sont jugées relativement peu nocives. Ici, vous avez un extrait de l'index des produits phytosanitaires qui est donc accessible en ligne. Donc, vous avez tous les produits homologués en Suisse et puis pour chaque… Alors, vous pouvez faire des recherches par produit, par substance active, catégorie de produits, etc. Et puis, pour chaque produit, vous allez avoir une fiche produit dans lequel vous trouvez des informations sur les substances actives qui sont contenues dans le produit. Vous allez avoir les dangers associés au produit avec les pictogrammes mention de danger. On en reparlera à la fin de cette présentation.
Mais vous avez également les charges qui ont été fixées dans l'homologation, c'est-à-dire les conditions à respecter lorsqu'on utilise un certain produit homologué. Ça peut être des conditions à respecter par rapport à des distances, aux eaux superficielles, par rapport à des dosages, par rapport au moment d'application. Ces informations, vous les retrouvez normalement aussi sur l'étiquette du produit phytosanitaire. Par contre, dans cet index sur les produits phytosanitaires, on va avoir des informations aussi importantes sur les produits qui sont autorisés pour importation parallèle. On en reparlera après. Donc en Suisse, il y a certains produits qui peuvent être importés en tant que professionnels, mais ces produits, ils doivent figurer dans l'index sur les produits phytosanitaires avec la petite mention importation parallèle. On fait une distinction en Suisse dans les homologations sur l'utilisation professionnelle ou non professionnelle. Donc, vous avez des produits phytosanitaires qui sont homologués pour l'utilisation professionnelle et des produits phytosanitaires homologués pour une utilisation privée. Et dernièrement, en fait, on a beaucoup restreint les homologations pour les privés. Donc, maintenant, c'est interdit, ou il n'y a plus d'homologation, il y a une interdiction de vente aux particuliers de tous les herbicides systémiques, donc par exemple des herbicides à base de glyphosate, des phytosanitaires qui sont dangereux pour les abeilles ou bien qui ont des dangers particuliers, ou aussi par exemple simplement des produits phytosanitaires qui sont difficiles à doser ou qui nécessitent des appareils aux protections particulières. Donc voilà, en fait, l'accès aux produits phytosanitaires pour les privés, il est actuellement très restreint. Et puis, c'est assez récent, ça a été mis en place avec plusieurs délais de transition. Mais par exemple, si on reprend l'exemple du glyphosate, en fait, ça fait seulement quelques jours qu'on ne peut plus, en tant que privé, acheter un herbicide à base de glyphosate dans un magasin. Donc, c'est des homologations qui ont été retirées et puis qui sont plus possibles actuellement pour ce type de produit. Et puis, ça a été déjà mentionné en tout début de ce cours, mais à partir de 2027, les commerçants de produits phytosanitaires, ils devront vérifier lors de la vente que l'acheteur, leur client professionnel, il a bien un permis lorsqu'il souhaite acheter un produit phytosanitaire homologué pour une utilisation non professionnelle. C'est un permis qui devra être montré et qui se présentera sous forme d'un QR code. Donc ici, vous avez un exemple. Là, c'est le Roundup 120 qui est donc composé de glyphosate. Et puis là, vous pouvez voir que donc l'homologation, elle a été retirée parce que ce type d'herbicides sont maintenant plus autorisés pour les privés. Et puis, quand on a une autorisation qui est révoquée, à chaque fois, on a un délai d'écoulement des stocks. Donc là, il était jusqu'au 31 octobre 2025, le délai d'écoulement des stocks. Donc, vous pouvez encore les vendre jusqu'au 31. Et puis après, vous avez encore un délai d'utilisation. Et puis ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que vous avez régulièrement des homologations qui sont révoquées aussi pour les produits à usage professionnel. Donc, c'est important en tant qu'utilisateur de suivre un peu aussi ces révocations parce qu'il y a des délais d'utilisation qui doivent être respectés. Et ces retraits d'autorisation, en fait, ils peuvent être effectués à tout moment par le service d'homologation qui est, pour rappel, le SAF, donc l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Pardon. Il est possible, en respectant certaines conditions, d'importer des produits phytosanitaires en tant que professionnel pour son propre usage dans son exploitation, dans son activité professionnelle. Mais il y a donc quelques points à respecter. Le premier, très important, c'est que le produit phytosanitaire, il doit être homologué en Suisse, autorisé en Suisse pour importation parallèle. Et ça, vous pouvez le savoir en regardant justement cet index produits phytosanitaires dans lesquels vous trouvez les produits autorisés pour importation parallèle. Si vous faites une importation de ce produit autorisé pour importation parallèle, vous devez faire attention que le nom du produit, le détenteur de l'autorisation, le numéro d'homologation étranger correspondent bien à celui qui est mentionné dans l'index. Et puis, avant toute importation, vous devez faire la demande
pour obtenir un permis général d'importation, un PGI, qui est délivré pas par le service d'homologation, mais par l'OFAG, l'Office fédéral de l'agriculture. Ce permis général d'importation, il est ensuite de durée illimitée, personnel et puis incessible. Vous devez également faire attention de respecter les conditions d'utilisation suisses qui peuvent être un peu différentes que celles du pays étranger qui a homologué le produit. Et puis pour ça, vous pouvez télécharger en fait des notices d'emploi qui sont publiées sur le site internet du service d'homologation. Et puis là, vous devez faire attention de respecter ensuite toutes les conditions suisses. Et puis, comme j'ai dit, l'ordonnance sur les produits phytosanitaires dont on est en train de parler maintenant, elle a été complètement révisée. Alors finalement, il n'y a pas énormément de choses qui changent pour nous, mais il y a quand même un changement par rapport à l'importation professionnelle de produits phytosanitaires qui entrera en vigueur le 1er décembre. C'est si on veut importer des produits, on doit également annoncer cette importation, c'est-à-dire la communiquer au registre des produits chimiques. Le RPC, ce registre des produits chimiques, c'est un registre dans lequel on retrouve en fait tous les produits chimiques qui sont mis sur le marché en Suisse. Donc c'est un enregistrement qui se fait en fait qui est gratuit mais qui va devoir se faire. Donc ici, j'en ai déjà un peu parlé, mais vous voyez, c'est à nouveau un extrait de l'index sur les produits phytosanitaires. Vous pouvez voir que les produits autorisés pour importation parallèle, ils vont avoir une petite croix dans la colonne à droite. Et puis, vous voyez également qu'ils sont associés à un numéro d'homologation. Le numéro d'homologation, vous voyez, c'est le numéro de référence suisse, mais qui commence par exemple, F si ça a été homologué en France. Et puis, si vous entrez sur la fiche produit, vous pouvez voir qu'il y a également un numéro d'homologation étranger associé à ce produit autorisé pour importation parallèle. Et puis, comme j'ai dit, vous devez également faire attention de respecter les conditions d'emploi spécifiques à la Suisse. Et puis, pour cela, vous pouvez télécharger une notice d'emploi disponible sur le site de l'OSAV. Et puis, c'est dans l'index des produits phytosanitaires que vous pouvez trouver le numéro de cette notice d'emploi associée au produit. Donc, je vous montre ici, c'est simplement un exemple à quoi ressemblent ces notices d'emploi. Donc, vous pouvez avoir certaines informations supplémentaires et puis parfois certaines conditions d'utilisation qui sont un peu particulières à la Suisse. Et puis, si vous avez un extrait du permis général d'importation pour les produits phytosanitaires, donc c'est un permis qui doit être demandé si vous souhaitez importer en tant que professionnel des produits phytosanitaires, demandé et obtenu avant la première importation, évidemment. Et puis, lors de chaque importation, vous devez ensuite indiquer votre numéro de permis général sur les documents douaniers si nécessaire. Et puis voilà, pour résumer un peu ce qu'on a vu, ici vous avez une image d'un insecticide. Donc ici, comment est-ce qu'on pourrait savoir si cet insecticide, il est autorisé en Suisse? Deux choses qu'on peut vérifier. La première, on le voit ici, il a bien un numéro d'homologation qui commence par W, donc il a été autorisé selon la procédure d'homologation suisse. Et puis, normalement, s'il est bien autorisé en Suisse, on devrait également le retrouver dans l'index sur les produits phytosanitaires. Donc voilà pour la mise sur le marché des produits chimiques. Voilà, les points importants, c'est que des produits phytosanitaires, ils doivent être homologués en Suisse. Et puis, il y a également des conditions qui s'appliquent à l'importation professionnelle de produits phytosanitaires. Maintenant, on va parler plus en détail de l'emploi des produits phytosanitaires en commençant par les restrictions d'utilisation. Mais avant cela, je voulais préciser que l'utilisation, donc comme on a vu, des produits phytosanitaires, elle est soumise au devoir de diligence qui s'applique en fait à l'utilisation de tous les produits chimiques. C'est un terme ou une notion qu'on retrouve souvent en fait dans la législation en Suisse qui est finalement assez large, mais selon ce devoir de diligence, en fait, vous devez, en tant qu'utilisateur, d'une part, vous assurer que vous utilisez le produit vraiment pour l'usage qui a été prévu par le fabricant et selon l'homologation du produit. Donc, vous ne devez pas faire d'autres usages que celui qui est prévu.
Donc, par exemple, si c'est un produit qui est prévu sur des terrains de sport, un herbicide sur les terrains de sport, vous ne devez pas l'utiliser dans les grandes cultures, par exemple. Donc, voilà. Après, vous devez faire attention, toujours en tant qu'utilisateur, de bien respecter les indications qui figurent sur l'emballage, la notice d'emploi, la fiche de données de sécurité. Donc, indications, par exemple, liées au dosage du produit, au moment d'application, aux dangers, aux moyens de protection. Et puis, ça, c'est un peu plus spécifique aux produits phytosanitaires. Lorsqu'on utilise un produit phytosanitaire, on doit appliquer les principes des bonnes pratiques phytosanitaires. Donc, ces bonnes pratiques phytosanitaires, c'est en fait toutes les pratiques qui vont permettre d'utiliser aussi peu de produits phytosanitaires avec la meilleure efficacité possible. Donc, on va limiter autant que possible les traitements, faire attention aux conditions météorologiques notamment, ne pas appliquer un produit quand il y a trop de vent. Et puis, en plus de ce devoir de diligence, on a des restrictions d'utilisation qui vont s'appliquer aux produits phytosanitaires. Donc, ça, c'est des restrictions d'utilisation qui s'appliquent, en fait, qui sont définies dans la législation et qui vont s'appliquer, en fait, à tout type de produit. Mais après, dans le cadre de l'homologation, le service d'homologation peut fixer d'autres exigences et d'autres restrictions qui vont vraiment être spécifiques aux produits. Les restrictions d'emploi pour les produits phytosanitaires, elles vont figurer principalement dans l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, l'ORR-CHIM. Donc, c'est une ordonnance qui concerne pas seulement les produits phytosanitaires, mais qui a comme objectif de réduire les risques. Les risques, comment est-ce qu'on peut réduire les risques en interdisant certains produits. Donc, on va retrouver par exemple dans cette ordonnance l'interdiction de l'amiante ou bien du mercure dans les thermomètres, du phosphate dans les lessives. Donc, ça, c'est quelques exemples parmi d'autres. Donc, soit on interdit des produits, soit on restreint l'utilisation, ce qui est le cas notamment pour les produits phytosanitaires. Dans cette ORR-CHIM, on va, en plus de tout ce qui est interdiction, restriction spécifique à certains produits, on va avoir des obligations d'avoir des permis pour certains usages et dans le cadre des produits phytosanitaires, l'obligation d'avoir un permis de traiter pour employer des produits phytosanitaires en tant que professionnel. On trouve également dans l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques l'obligation d'avoir une autorisation pour employer des produits phytosanitaires dans certains domaines particuliers. C'est le cas notamment si vous voulez épandre des produits phytosanitaires par voie aérienne, donc par hélicoptère. Ces restrictions, donc, comme j'ai dit, elles se trouvent principalement dans l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, l'ORR-CHIM à l'annexe 2.5. Donc, vous avez des restrictions qui vont concerner tous les produits phytosanitaires, ça veut dire les herbicides, les insecticides, fongicides, rodenticides, etc. Et puis d'autres, on verra après, qui vont s'appliquer seulement à la sous-catégorie des herbicides. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on ne fait aucune différence dans la législation entre des produits phytosanitaires à base de substances naturelles ou de synthèse. Donc, il y a vraiment, en fait, toutes les restrictions, elles vont s'appliquer à tout type de produits phytosanitaires sans distinction. Donc, on a les mêmes règles si on utilise, par exemple, du vinaigre ou bien un autre herbicide à base de substances de synthèse sur un certain endroit. Donc ici, vous pouvez voir les restrictions d'utilisation qui vont s'appliquer aux eaux souterraines. Donc, on va avoir une interdiction générale d'employer des produits phytosanitaires dans la zone S1 de captage. C'est vraiment la zone à proximité directe du captage, du puits de captage. Et puis, c'est une zone en général qui est délimitée par des barrières qui fait au moins 10 mètres autour du captage. Donc, le but, c'est de protéger en fait nos ressources en eau souterraine pour pas qu'on retrouve ensuite des substances actives phytosanitaires ou bien leurs produits de dégradation dans les eaux de captage. Donc ça, c'est vraiment une interdiction générale, tout produit phytosanitaire sans exception. Ensuite, dans la zone S2, c'est la zone de protection rapprochée qui correspond
à un temps d'écoulement de 10 jours jusqu'au captage. Vous avez une interdiction d'employer uniquement certains produits phytosanitaires selon une liste qui est publiée chaque année par le service d'homologation, le SAV. Donc, c'est des produits phytosanitaires ou plutôt des substances actives phytosanitaires pour lesquelles on estime qu'il y a un risque qu'elles se retrouvent dans le captage en raison notamment de leur mobilité. Et puis ensuite, vous avez la zone S3 qui est une zone un peu plus large, la zone de protection éloignée autour du captage, où là, on n'a pas d'interdiction qui est définie dans la législation, mais il pourrait y avoir d'autres restrictions éventuelles fixées dans le cadre de l'homologation, en fait. Et puis après, vous pouvez également avoir des restrictions possibles au cas par cas, et ça, c'est fixé par les cantons pour certaines substances dans les aires d'alimentation, donc des aires un peu plus larges autour des captages. Ici, vous avez un schéma, donc c'est simplement pour visualiser un peu qu'est-ce que ça veut dire ces zones de protection si vous ne les connaissez pas déjà, mais vous avez ici le point rouge, c'est le captage. Autour de ce captage, vous avez la zone S1, donc vraiment à proximité directe, dans laquelle aucun produit phytosanitaire est autorisé. La zone S2 un peu plus large, si vous avez une molécule d'eau qui se trouve à la limite extérieure de cette zone, elle va mettre ensuite 10 jours pour parvenir à être pompée en fait par le puits. Et puis ensuite, vous avez la zone S3. Et puis, comme j'ai dit, dans la zone S2, vous n'avez pas d'interdiction générale des produits phytosanitaires, mais c'est vraiment, ça concerne uniquement certaines substances actives. Comment est-ce qu'on peut savoir si en fait on se trouve dans une zone S1, S2, S3 ou bien on n'est pas dans des zones de protection des eaux souterraines? En fait, on doit vraiment se référer. Alors bon, soit demander à notre commune, soit regarder sur les portails géographiques cantonaux ou communaux pour voir dans quelle zone on se trouve. Donc ici, vous voyez, on a un exemple, on voit qu'il y a une zone de protection S1, S2, S3. Donc S1, S2 dans lesquels il y a certaines interdictions, restrictions pour les produits phytosanitaires. Donc ça, c'était pour les eaux souterraines. Ensuite, on a des restrictions, interdictions pour les eaux superficielles. Donc pour les eaux superficielles, donc cours d'eau et lacs notamment, vous allez avoir une interdiction générale d'employer des herbicides sur une bande de 0 à 3 mètres le long de ces eaux superficielles. Donc ça, c'est vraiment une interdiction générale sans aucune exception. Après, sur la bande qui va de 3 à 6 mètres de large le long des cours d'eau, vous avez des interdictions avec exception pour les exploitations paires avec des prestations écologiques requises. L'exception, c'est que vous pouvez faire en dernier recours des traitements herbicides plante par plante pour les plantes problématiques. Donc, c'est en dernier recours. Et puis, donc ça, c'est une interdiction-restriction, mais il y a une autre interdiction qui va en fait se superposer à celle-ci. C'est que, et ça, on la trouve dans l'ordonnance sur la protection des eaux, vous n'avez pas le droit d'utiliser des phytosanitaires dans les espaces réservés aux eaux. Donc, les espaces réservés aux eaux, en fait, c'est des espaces qui doivent être légalement définis et qui vont permettre au cours d'eau ou bien garantir les fonctions du cours d'eau et notamment garantir la protection contre les crues. Et lorsque vous avez un cours d'eau avec un espace réservé aux eaux qui a été légalement défini, donc qui va se trouver le long de ce cours d'eau, vous avez donc aussi une interdiction d'utiliser des phytosanitaires qui peut se superposer à celle que je viens de mentionner. Dans tous les cas, 0,3 mètres, c'est interdiction générale. Et puis après, au-delà, ça peut aller jusqu'à plus de 6 mètres, en fait, si vous avez un espace réservé aux eaux qui est plus large que les 3 à 6 mètres définis dans les paires. Donc voilà, ça c'est deux restrictions qui s'appliquent pour les eaux superficielles. Et puis, ça se complique encore un petit peu parce que, comme j'ai dit, dans les homologations, vous pouvez avoir encore d'autres charges, d'autres conditions. Et c'est assez souvent le cas en fait pour les produits phytosanitaires que vous avez des distances plus élevées qui vont encore être prescrites, qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres. Comment est-ce qu'on mesure ces 3 mètres en fait, à partir de où on les mesure? Vous avez une notice qui s'appelle bordure tampon, comment les mesurer, comment les exploiter, qui explique en fait comment est-ce qu'on mesure. Donc si vous avez un espace réservé aux eaux qui a été légalement défini,
En fait, on va calculer la distance à partir de la ligne du rivage et si ce n'est pas le cas, c'est en général depuis le haut de la berge avec quelques cas particuliers qui sont expliqués plus en détail dans cette notice. Autre restriction d'utilisation pour d'autres domaines, donc pour les phytosanitaires, on a également une interdiction d'emploi dans les réserves naturelles, les roselières, les marais, avec quelques exceptions. Également une interdiction dans les haies, les bosquets et sur une bande de 3 mètres de large le long de ceux-ci, avec éventuelle possibilité de faire du traitement plante par plante avec des herbicides, toujours en dernier recours. Interdiction également d'utiliser des phytosanitaires en forêt avec des dérogations exceptionnelles sur autorisation cantonale. Interdiction également sur une bande de 3 mètres de large le long des forêts de la zone boisée. Et puis également des interdictions dans les zones S1, S2 sur les voies ferrées avec des exceptions. Donc voilà, ça c'est les interdictions pour les produits phytosanitaires et après vous avez encore d'autres, donc c'est un peu plus restrictif, plus exigeant, interdictions qui vont s'appliquer à la sous-catégorie des phytosanitaires qui sont les herbicides, donc les phytosanitaires qui sont utilisés pour détruire certains végétaux ou parties de plantes. Donc pour ces herbicides, on va avoir une interdiction d'application sur les routes nationales cantonales avec possibilité quand même toujours de traitement plante par plante en dernier recours. Interdiction générale sans exception, et ça, c'est pas toujours bien connu malheureusement, pourtant ça fait depuis 2001 que c'est applicable. Vous avez une interdiction générale sans exception d'employer des herbicides sur les routes, les chemins et à leurs abords, c'est-à-dire sur une bande de 50 cm de large. Donc interdiction sur les routes, les chemins privés, les routes et chemins communaux, municipaux. Et ça vaut également pour les allées des cimetières en gravier. Également une interdiction générale sans exception sur toutes les places et leurs abords, donc avec une bande de 50 cm de large, donc les parkings, places pavées, places d'entreposage. Ça peut être des places qui sont recouvertes d'un revêtement dur, imperméable, en goudron, mais également des places sur lesquelles on a un revêtement qui est perméable, par exemple en gravier, mais sur lesquelles on a enlevé en fait la première couche d'humus. Alors pourquoi on a également une interdiction? C'est si on n'a plus cette première couche d'humus, les herbicides, les substances actives herbicides sont moins bien retenues et puis on n'a pas de rétention et ensuite de bio ou dégradation de ces substances. Donc, on a un trop grand risque que celles-ci parviennent dans les cours d'eau ou bien dans les eaux souterraines. On a également une interdiction générale sans exception sur les toits, les terrasses et puis interdiction sur les talus, bandes de verdure le long des routes, des voies ferrées avec exception quand même plante par plante. Donc voilà pour ces interdictions restrictions liées aux phytosanitaires et aux herbicides. Ici, c'est simplement un aperçu. Donc, comme je vous ai dit, dans les zones S2, vous avez certains produits phytosanitaires ou plutôt certaines substances actives phytosanitaires qui sont interdites, mais ça ne concerne pas tous les produits phytosanitaires. C'est le SAF qui publie une liste des substances actives concernées. Vous la voyez ici. Et puis, normalement, c'est aussi quelque chose qui est mentionné dans l'index des produits phytosanitaires et puis sur l'étiquette des produits. Donc ici, vous voyez la liste des substances actives. Donc, c'est vraiment des substances qui sont assez mobiles avec un risque de migrer, se retrouver dans les eaux des captages. Donc ici, c'est un exemple avec l'azoxystrobine. On voit dans l'index des produits phytosanitaires une charge spécifique qui dit, afin de protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit dans les zones de protection des eaux souterraines S2, SH. Alors c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de ces zones SH, c'est un peu comme finalement comme une zone S2, mais c'est des zones de protection particulières dans des milieux karstiques, fissurés, où il y a une moins bonne filtration, rétention des eaux. Donc voilà, c'est assez compliqué ces restrictions. Peut-être quelques images qui sont un peu plus parlantes. Donc ici, on a un herbicide qui a été utilisé le long d'une route.
Et puis ça, c'est bon, évidemment un emploi, une application qui est interdite parce que, vous vous rappelez, on vient de le voir, on a une interdiction d'emploi sur les routes et leurs abords, donc sur une bordure de 50 cm. On a une exception pour le traitement plante par plante en dernier recours si on a une route nationale ou cantonale, mais là, on n'a clairement pas du traitement plante par plante. Et puis, c'est une image que j'aime bien montrer parce qu'ici, c'est vrai qu'on voit directement les collecteurs, les grilles d'évacuation. Donc, on peut bien se douter qu'il y a une bonne partie de ces herbicides qui ont ensuite fini dans les cours d'eau. Et puis, pourquoi est-ce que ces herbicides ne doivent pas finir dans les cours d'eau? C'est que c'est souvent, ou même c'est toujours des substances actives qui ont une toxicité ou une nocivité importante sur les milieux aquatiques. Ici, un autre exemple, là, c'est peut-être un peu moins connu parce que c'est vrai que souvent, les gens pensent qu'on peut quand même utiliser des herbicides si on a une surface qui est perméable en gravier, mais là, c'est un autre exemple. Du moment qu'on a ce qu'on appelle une place ou quelque chose qui ressemble à une place, on a une interdiction générale d'emploi d'herbicides parce que justement, on a enlevé cette première couche de terre végétale avec de l'humus qui a une plus forte activité biologique. Donc ça fait vraiment référence à l'interdiction d'emploi d'herbicides sur les places, y compris les surfaces perméables en gravier. Ici, j'en ai pas parlé, mais est-ce qu'il y a des restrictions par rapport aux habitations? Alors, ce n'est pas le cas du point de vue de la législation de l'ORR-CHIM. Donc, on n'a pas de restrictions générales à proximité des habitations, des zones résidentielles. On peut avoir pour certains produits des zones tampons qu'on doit respecter le long des zones résidentielles qui peuvent aller de 0 à 20 mètres, mais c'est assez rare et puis ça concerne des cas un peu particuliers. Donc, du point de vue de l'ORR-CHIM, on pourrait traiter jusqu'en bordure d'une habitation. Après, il y a quand même le droit privé qui s'applique avec le respect bon respect du rapport de voisinage. Donc, on ne doit pas faire de nuisances excessives sur le voisinage. Et puis, on doit également réparer les éventuels dommages sur la propriété d'une autre personne. Donc, voilà, il y a quand même certaines bonnes pratiques et distances finalement à respecter par rapport à une habitation, mais ce n'est pas défini dans l'ORR-CHIM. Donc voilà pour les interdictions, restrictions. Ensuite, on a également des autorisations qui sont nécessaires pour certains emplois un peu particuliers. Par exemple, si vous souhaitez utiliser des rodenticides appliqués mécaniquement, donc avec une charrue ou machine spéciale qui va creuser des galeries artificielles pour déposer des appâts. Donc, c'est vraiment une application particulière. Vous avez besoin d'avoir une autorisation cantonale. Si vous souhaitez pulvériser et épandre des produits phytosanitaires par voie aérienne, vous avez besoin également d'avoir une autorisation qui est cette fois une autorisation fédérale de l'Office fédéral de l'aviation. Et puis, il y a également une nécessité d'avoir une autorisation cantonale si vous souhaitez utiliser des phytosanitaires en forêt. Alors, en général, c'est des produits phytosanitaires qui sont utilisés pour le traitement des grumes en forêt, donc du bois coupé qui est stocké un certain temps en forêt. Ici, c'est un exemple donc comme j'ai dit, une autorisation est nécessaire si vous voulez épandre par voie aérienne des produits phytosanitaires. Donc, il y a une nécessité d'autorisation. Et puis, il y a également d'autres restrictions qui vont s'appliquer par rapport aux distances à respecter, étant donné qu'il y a une dérive plus importante si vous faites de l'application par hélicoptère que si vous faites de l'application au sol. Voilà, maintenant un petit point sur les permis que j'espère que vous obtiendrez tous ou que vous avez déjà. Donc, pour utiliser des produits phytosanitaires en tant que professionnel, vous avez l'obligation d'avoir un permis ou de traiter sous la responsabilité d'un titulaire de permis. Donc, actuellement, on a soit un permis, soit un diplôme reconnu comme équivalent à un permis. Donc, c'est le cas de plusieurs CFC notamment. Et ça, c'est quelque chose qui sera plus possible à partir de l'année prochaine. Donc, à partir de l'année prochaine, on devra nécessairement obtenir un permis et un examen spécifique au permis.
Donc voilà, ces permis sont obligatoires pour utiliser des produits phytosanitaires, quel que soit le type en tant que professionnel. Et ce n'est pas la seule profession qui est concernée par cette obligation de permis. On a également, par exemple, les désinfectateurs qui doivent avoir un permis, ou bien les personnes qui font de la désinfection de l'eau dans les piscines publiques, qui utilisent des biocides pour la conservation du bois, ou bien des fluides frigorigènes qu'on retrouve dans les pompes à chaleur, les climatisations, etc. Donc, ces produits phytosanitaires, ils ne peuvent être utilisés en tant que professionnel que par quelqu'un qui a le permis, ou actuellement encore quelqu'un qui a un diplôme reconnu comme équivalent à un permis, ce qui sera plus possible tout prochainement. Et c'est également possible d'utiliser des phytosanitaires sous la responsabilité d'une personne qui a cette qualification. Selon le système actuel, on a différents permis. C'est des permis qui sont spécifiques à un domaine, en fait. Je ne vais pas aller trop en détail puisque ça va changer. Un permis OPERES pour les domaines spéciaux, OPERH pour l'agriculture, horticulture et domaines spéciaux, et puis OPERFO pour les forêts. Ça, c'est ce qu'on a actuellement et c'est ce qui va changer. Donc, il y a beaucoup de changements, développement actuellement dans le domaine des produits phytosanitaires. Ce n'est pas toujours facile à suivre, mais ici, vous pouvez voir qu'à partir de 2026, donc on aura des permis qui vont être différents, qui seront définis selon le domaine d'application, mais aussi le type de produit utilisable. Donc, vous aurez le permis A pour l'agriculture qui vous permet d'utiliser tout type de phytosanitaire dans l'agriculture, le permis H dans l'horticulture qui vous permet d'utiliser tout produit phytosanitaire dans le domaine de l'horticulture. Et puis, ça c'est un peu spécial, le permis S, domaines spéciaux, c'est un permis qui permettra d'utiliser uniquement des herbicides dans tout type de domaine et notamment dans le domaine agricole. Et puis ensuite, vous aurez encore un permis faux pour l'économie forestière. Donc voilà, on va passer de 3 permis à 4 permis différents avec des particularités un peu différentes. Pardon. Ça a été déjà dit, mais c'est très important de retenir. Donc actuellement, on a des permis sous forme de papier ou des diplômes reconnus comme équivalents. Et puis, en fait, à partir du 3 janvier 2026, tous ces permis, diplômes reconnus comme équivalents devront être échangés contre un permis digital qui prendra la forme en fait d'un QR code et vous aurez une page spécifique en tant que titulaire de permis avec des informations liées à votre permis. Et donc, vous devrez vraiment penser à échanger votre permis, votre ancien permis contre ce permis digital entre le 3 janvier et le 30 juin 2026. Autrement, vous n'aurez plus de permis et puis sans permis, vous n'aurez plus la possibilité, cette fois à partir de 2027, d'acheter des produits phytosanitaires à usage professionnel. Donc, c'est vraiment important d'échanger ce permis. Vous avez des informations un peu plus détaillées sur le site que vous voyez ici, sur comment est-ce que vous pouvez faire pour échanger ce permis. Mais en gros, vous devez remplir un formulaire et puis payer des frais d'activation de 50 francs avant de pouvoir activer votre permis. Il y a vous pourrez demander échanger votre permis actuel contre différents permis. Donc, par exemple, les permis actuellement reconnus pour l'agriculture et horticulture, ils peuvent être échangés contre des permis A, permis H, permis S. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque permis, il faudra ensuite suivre des formations continues. Donc, voilà, il faut bien choisir quel permis est vraiment nécessaire à son activité. Ces permis, ils sont donc personnels, incessibles, valables dans toute la Suisse et puis limités dans le temps. Et ça, c'est une nouveauté parce que ce n'était pas le cas actuellement. Ça veut dire que en fait, vos permis, ils seront limités à 5 ans. Ça veut dire que vous avez 5 ans à chaque fois pour suivre une formation continue. Dans le domaine de l'agriculture, c'est une formation qui va durer 8 heures. Et puis, si vous ne faites pas cette formation continue, vous perdez malheureusement votre permis automatiquement. Donc, vous n'avez pas
pas de rappel, il me semble. Donc, il faut faire attention de se mettre à jour régulièrement, suivre des formations continues. Sinon, vous devrez repasser un permis. Et puis, des sanctions sont possibles pour les titulaires de permis. Ça, c'est les services cantonaux qui peuvent choisir de retirer les permis de façon provisoire, définitive ou obliger le titulaire à suivre d'autres formations continues en cas d'application pas adaptée de produits phytosanitaires. Et puis, une particularité également qui a été introduite, c'est que si on est un privé, on n'a pas le droit d'obtenir un permis, en fait. Donc, par exemple, moi, je ne pourrais pas, si j'ai, je sais pas, si j'ai quelques vignes, je ne peux pas faire le cours pour obtenir le permis pour traiter ensuite mes vignes avec des produits professionnels si je ne peux pas justifier d'une activité professionnelle ou si je ne vends pas ensuite le raisin qui a été récolté. Comme j'ai dit, pour utiliser des produits phytosanitaires, vous devez être un professionnel ou bien vous devez faire le traitement sous la responsabilité d'un titulaire de permis qui reste responsable et qui doit prendre les mesures pour instruire la personne pour être sûr qu'elle comprenne bien. Donc, instruire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire faire une démonstration, donner les instructions, les consigner par écrit. Ça, c'est pour la première application, le premier traitement. Lors de la deuxième application, le titulaire de permis doit accompagner la personne instruite, contrôler qu'elle ait bien compris les choses, qu'elle fasse bien le traitement. Et puis, c'est seulement après la troisième application qu'on peut avoir un traitement, une exécution autonome par la personne qui n'a pas le permis. Donc voilà pour la législation et je voulais encore rapidement vous parler de tout ce qui concerne la classification et l'étiquetage des produits chimiques. Donc les produits chimiques dangereux en Suisse, donc y compris les produits phytosanitaires, ils sont étiquetés selon un système international qui a été développé par l'ONU qu'on appelle le système général harmonisé, le système SGH. Il est réglé en Suisse dans une ordonnance au CHIM qui fait en fait directement référence à un règlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait en Suisse, on a vraiment quasiment les mêmes règles que ce qu'on trouve dans l'Union européenne avec quelques toutes petites exceptions. Selon ce système général harmonisé, sur une étiquette, on va retrouver des pictogrammes de danger qui ont comme fonction d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les dangers du produit. On va avoir ce qu'on appelle des mentions de danger, les phrases H, qui vont décrire de manière plus précise que le pictogramme les dangers associés au produit. On aura également des conseils de prudence, des phrases P qui vont donner des conseils pour une utilisation sûre de produits. Et puis finalement, ce qu'on appelle la mention d'avertissement, c'est un mot qui dit attention ou danger. Et ça donne une indication du degré de dangerosité d'un produit. Donc, par exemple, un produit pour la vaisselle qu'on utilise à la maison, il aura plutôt la mention d'avertissement. Attention, c'est un produit irritant qui n'est pas très dangereux. Donc, on a 9 pictogrammes en tout qui vont exprimer un danger. Ça peut être un danger physico-chimique, un danger pour la santé ou bien un danger pour l'environnement. Donc, on a, par exemple, voilà, le pictogramme pour les produits explosifs, les produits inflammables avec les flammes, les produits comburants, c'est le SGH03 que vous voyez à droite. Donc, c'est une flamme avec un cercle à l'intérieur. Le cercle, il représente en fait l'oxygène. Donc, c'est associé aux comburants, aux substances qui vont libérer de l'oxygène lorsqu'elles brûlent et qui vont donc attiser un feu et le rendre plus difficile à combattre. Vous avez ensuite les gaz sous pression, SGH04, les produits corrosifs pour la peau, pour certains matériaux. Lorsqu'on utilise des produits corrosifs, c'est vraiment particulièrement important de se protéger pour avoir aucun contact avec le produit parce que c'est des produits qui vont provoquer des brûlures chimiques avec une destruction irréversible des tissus. Ensuite, la tête de mort, c'est peut-être le pictogramme qui est le mieux compris. C'est associé à des substances qui sont très toxiques. Donc, il suffit d'une toute petite quantité pour déjà avoir des effets importants et nocifs sur notre organisme. Vous avez le point d'exclamation qui est associé aux substances pas très dangereuses, irritantes,
par exemple. Ensuite, le buste pour les produits dangereux pour la santé. Là, vous avez tous les CMR, donc les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc C, c'est pour qui vont provoquer le cancer, mutagènes qui vont endommager le patrimoine génétique, et puis reprotoxiques, c'est des substances qui peuvent nuire à la fertilité, nuire au développement du fœtus. Et puis finalement, vous avez le dernier pictogramme dangereux pour le milieu aquatique. Donc en fait, ces dangers, ça peut être regroupé en 3 types de dangers. Dangereux pour la santé, danger direct, des propriétés physico-chimiques dangereuses ou des propriétés dangereuses pour l'environnement. Ensuite, comme j'ai dit, on a des mentions de danger, des phrases H ou EUH qui vont donner des indications sur le danger. Donc ici, vous avez quelques exemples. En fait, c'est vraiment vous allez les retrouver sur l'étiquette, ces phrases, et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment défini selon l'évaluation des dangers du produit. Donc, par exemple, un produit qui a été évalué comme cancérogène, il va être associé à la mention de danger, peut provoquer le cancer. Et puis, ces phrases, elles sont codées, tout comme les conseils de prudence, donc, que vous retrouvez sur l'étiquette et qui doivent être prises en compte en tant qu'utilisateur de produits chimiques. Donc voilà à quoi ressemble l'étiquette d'un produit. Donc vous avez des informations liées au danger, aux mesures de précaution avec le pictogramme, la mention d'avertissement, c'est le numéro 3, les mentions de danger, les conseils de prudence. Et puis, vous avez également d'autres informations sur une étiquette, par exemple les coordonnées de l'importateur ou du fabricant suisse qui est responsable pour son produit en Suisse. Et puis, un identifiant unique de formulation qui est en fait une référence spécifique au produit. Et puis pour les produits phytosanitaires, c'est un peu plus compliqué pour les autres produits chimiques parce que vous pouvez avoir d'autres charges qui ont donc été définies dans l'homologation, par exemple des distances particulières à respecter par rapport aux eaux de surface. Vous allez avoir également la catégorie d'utilisateurs, donc professionnels ou privés, les substances actives, et puis vous avez d'autres informations qu'on ne retrouve pas sur les produits chimiques de manière générale. Voilà, très rapidement encore, parce que je suis un peu limitée avec le temps, les fiches de données de sécurité. Donc, les fiches de données de sécurité, c'est un document qui est détaillé, qui est associé à tous les produits chimiques dangereux en Suisse et qui est destiné aux professionnels. Donc, pour tout produit phytosanitaire que vous achetez, vous pouvez, si c'est dans le commerce de détail, demander une fiche de données de sécurité. Si on vous livre directement dans votre exploitation, c'est le livreur, le fournisseur qui doit vous la donner de manière spontanée. Ces fiches de données de sécurité, elles vont vous donner des informations sur la protection du travailleur, sur la santé et l'environnement, des informations qui sont importantes. Et puis, il faut savoir que ces fiches de données de sécurité, elles doivent ensuite être conservées dans toutes les entreprises, toutes les exploitations dans lesquelles on utilise des substances préparation dangereuses et aussi longtemps qu'on les utilise. Donc, vous devriez avoir toutes les fiches de données de sécurité de vos produits réunies dans un endroit, alors soit dans un classeur, soit sous forme électronique, mais on doit pouvoir les retrouver rapidement, en particulier en cas d'accident dans le local d'entreposage. Et cette fiche de données de sécurité, elle comporte toujours 16 rubriques qui sont en fait définies légalement. Donc, ça ne change pas, mais vous allez avoir des informations sur, par exemple, les premiers secours, la manipulation, le stockage, l'élimination. Voilà, je vais juste sortir de la présentation pour voir s'il y a des questions. Alors oui, j'ai répondu à quelques questions en cours de route. Il y en a une où j'étais pas certain de la réponse, du coup je te la soumets. C'était pour le traitement de charpente avec des insecticides. Est-ce que c'est un permis biocide ou comment ça fonctionne? Traitement des charpentes, oui, c'est un produit biocide, des produits de... Ouais, ça dépend quel produit, mais si c'est des produits biocides de conservation du bois, donc là, on n'a pas affaire à un phytosanitaire. Et puis, potentiellement, on a également soumis à un permis pour les produits de conservation du bois.
Donc ça veut dire que l'entreprise en question doit être titulaire du permis alors? Oui, voilà. Donc la personne qui va utiliser ensuite les produits. Ok. Du coup, parce que là, on est déjà à 11h10 au niveau du timing de ton côté. Oui, est-ce que là je vois qu'il y a encore une autre question. Existe-t-il un permis combiné ou des facilités pour acquérir des permis complémentaires? Donc non, comme c'est prévu voilà, actuellement et puis à partir de 2026, donc c'est vraiment des permis spécifiques qu'on on peut pas combiner, mais par contre on peut en avoir plusieurs, mais ça veut quand même dire qu'à chaque fois on doit faire la formation continue qui est associée à ce permis. Et puis, je vois encore pour la vigne en tant que non professionnel, mais livraison de la vendange à la coopérative, est-ce qu'un permis est possible? Alors, je pense que si il y a une transaction commerciale, vous pouvez avoir un permis. Parce que j'imagine ici que la coopérative, elle vous rémunère quand même pour la récolte. Donc, s'il y a de l'argent qui est en jeu, que c'est déclaré aux impôts, vous pouvez avoir un permis, mais le cas contraire, c'est plus possible. Ce sera plus possible tout prochainement. Autre question, est-ce qu'en tant qu'horticultrice avec CFC obtenu en 1995, je dois refaire le permis de traiter? Sinon, où puis-je m'adresser pour retrouver le justificatif? Alors, je pense pas que vous devez refaire le permis. Pierre-Yves, tu me corriges si ce n'est pas le cas, mais c'est en principe un permis, un diplôme reconnu comme équivalent qui pourra être échangé donc à partir de 2026. Et si vous n'avez pas de copie de ce diplôme, vous n'avez plus de copie du diplôme du CFC, il faudrait s'adresser à l'organisme qui vous a délivré le CFC pour voir s'il peut vous retrouver ou vous refaire une copie. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport au cours? Si nous avons un diplôme de HES Lullier 1991, je suis français, est-ce que je dois passer le permis? Non, je pense également que pour ce diplôme, c'est possible de l'échanger contre un diplôme digital à partir de 2026. Et là, vous devrez faire une copie de votre diplôme en fait pour justifier que vous avez déjà que vous l'avez. Donc, je pense que c'est bien un diplôme reconnu comme équivalent au permis, donc pas nécessaire de refaire un permis. Et puis, ingénieur en horticulture. Alors, après, il y a des règles particulières pour s'il y a des personnes qui viennent en Suisse pour travailler en Suisse. Vous avez des possibilités de reconnaissance, également des permis, mais il y a une durée en fait limitée. Maintenant, je ne me rappelle plus exactement de la durée. Il faudrait que je recherche. 3 mois. Du moment qu'on travaille plus que 3 mois en Suisse, c'est pas valable. Donc on doit obtenir le nouveau permis. Et puis ensuite, est-ce qu'un brevet de paysanne est reconnu? Je Non, suis pas clairement sûre. pas. Non, Non. non, non, non. Le brevet de paysanne ne donne pas. Certaines, pendant la formation de paysanne, ont eu l'occasion de passer le permis. En tout cas, nous, de Coton de Vaud, on l'a proposé. Mais le brevet de paysanne en lui-même n'est pas reconnu. Et puis pour un diplôme d'ingénieur en agriculture en France, le permis peut-il être obtenu? Là, c'est la même chose. Du moment qu'on a une activité professionnelle en Suisse depuis 3 mois, le permis français ou la formation française n'est pas reconnue. Mmh. Donc, il y a nécessité d'obtenir le permis suisse. Et puis finalement, j'ai le CFC document papier, mais personne sur Neuchâtel n'arrive à me dire comment l'échanger, car apparemment mon CFC est trop vieux. Alors, si vous avez un CFC qui est reconnu comme diplôme équivalent au permis, donc en fait, il suffira, si vous l'avez, il suffira de le scanner et puis de le télécharger
donc en 2026 sur la plateforme dédiée aux titulaires de permis pour ensuite obtenir un permis digital. Ça, vous pouvez aller sur le lien que je vous ai mis dans la présentation. C'est expliqué comment faire. Par contre, voilà, il faudrait s'assurer que votre CFC il est bien reconnu comme un permis actuellement. Dans le cas contraire, il faudra refaire un permis. Peut-être une précision au niveau des dates d'obtention du CFC. Donc, on a fait son CFC en 1980 ou en 2010. Finalement, ce document donne l'équivalence au permis traité. Après, on a une petite nuance au niveau des formations continues, mais au niveau de l'équivalence permis, quelle que soit la date à laquelle vous avez obtenu votre formation, votre diplôme, on est bon. Donc, 1995 également. Ok, je suis arrivée au temps qui m'était consacré pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser pour le prochain intervenant. Et je te remercie beaucoup Agnès pour ta présentation. On verra s'il y a peut-être quelques questions qui arrivent par la suite. Ben, éventuellement, je pourrais te les retransmettre aussi. Oui. Et puis, je vois que là, il y a juste une question qui est arrivée entre-temps par rapport aux personnes qui sont à la retraite. Ben, effectivement, du moment qu'on a une activité commerciale, comme tu le mentionnais avant, avec vente de raisins à la coopérative, par exemple, on a le droit d'être titulaire du permis, mais pour un retraité qui n'a plus d'activité professionnelle ou commerciale, en principe, cette personne ne pourra plus être titulaire du permis et donc ne pourra plus acheter des produits pour un usage professionnel. Voilà. Voilà. Alors, merci et puis toute bonne suite. Voilà, je serai à disposition si vous souhaitez encore me transmettre d'autres questions par écrit. Bonne journée. Merci beaucoup Merci Agnès, beaucoup. bonne journée à toi. Et puis, sans autre, je vais laisser la parole à René Tabor du SPA. Est-ce que René, tu es parmi nous? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Alors du coup, on t'écoute pour la partie protection de l'utilisateur. Donc après les bases légales, on passe à finalement comment on doit se protéger en utilisant ces produits phyto. Donc je te laisse la main. Normalement, tu devrais pouvoir partager ton écran. Alors, et- Est-ce que vous C'est tout voyez bon. la diapositive? C'est tout bon. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, on va passer une petite demi-heure ensemble pour tout ce qui est de la protection de l'utilisateur. Donc là, on va vraiment parler de votre propre protection. Tout d'abord, je me présente brièvement. Je m'appelle René Tabor. Je suis conseiller en sécurité au SPA. Donc, je viens du milieu viticole. Je suis vigneron de métier. J'ai fait également changer en œnologie. Et ça fait 3 ans que je travaille pour le SPAA. Le SPAA, qu'est-ce que c'est? Je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Donc notre objectif, c'est d'aider les agriculteurs. Quand je parle d'agriculture, c'est au sens très large du terme. Ça regroupe les viticulteurs, la culture maraîchère, etc., etc. C'est vous aider à arriver à l'âge de la retraite entier et en bonne santé. On est une fondation privée sans but lucratif qui a été fondée par l'Union suisse des paysans avec d'autres partenaires. Et on est le centre de compétences suisse pour tout ce qui touche à la sécurité au travail et la protection de la santé dans l'agriculture. Nos bureaux romans sont pour l'instant à Moudon. On va bientôt déménager à l'école d'agriculture de Fribourg à Posieux. Voilà. Donc voilà, dans le milieu agricole, maintenant, on utilise de plus en plus de produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Donc moi, je vais vraiment parler que de votre santé. Je ne vais pas parler d'environnement, je ne vais pas parler d'animaux. Ça sera vraiment la protection de la santé. On a les produits phytosanitaires, on a des engrais chimiques, on utilise beaucoup de carburant, huile, produits de nettoyage, désinfection, que ce soit la cave, le local à lait, etc., etc. On va bien sûr se concentrer aujourd'hui essentiellement sur tout ce qui est produits phytosanitaires. Je précise aussi qu'à la fin de ma petite présentation, vous aurez un numéro de téléphone, vous aurez des adresses e-mail que vous pourrez utiliser si vous avez des questions pour nous contacter par la suite. Voilà.
Alors, comment est-ce que les molécules des produits phytosanitaires peuvent rentrer dans votre corps? Donc, il y a plusieurs moyens pour lui d'y parvenir. Dans la voie conjonctivale, donc c'est dans les yeux. Souvent, c'est un accident parce qu'on va recevoir une goutte d'un produit directement dans l'œil. Autrement, dans la voie respiratoire, ça, bien sûr qu'on reviendra là-dessus, c'est énormément actif au moment de l'application du produit. Suivant comment on va appliquer nos différents produits, ben, on aura plus ou moins de pénétration par les voies respiratoires et on doit se protéger. La voie digestive, alors ça aussi c'est plutôt un accident, c'est quand on va avaler directement un produit. Ça peut être simplement quand je suis en train de manger le sandwich à la pause de 9 heures, puis que je me suis mal lavé les mains. Mais on a encore beaucoup d'accidents, enfin beaucoup, souvent des accidents avec ça. C'est quand les produits phytosanitaires ne sont plus stockés dans les emballages d'origine. Ça, c'est totalement interdit, hein. Tout produit phytosanitaire, tout produit dangereux doit être stocké dans son emballage d'origine. Mais on a encore les accidents où voilà, ben, la bouteille du produit est percée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la bouteille de thé froid ou d'aigné pour mettre mon produit. Comme ça, il va arrêter de couler. Et puis, on a quelqu'un qui vient par derrière, qui a soif et qui boit une goutte. Donc, ça, effectivement, c'est un accident. Et puis, bien sûr, la voie cutanée. Sur la diac, vous voyez, il y a la main qui est entourée parce que c'est une des principales endroits où on va être contaminé. Maintenant, c'est tout le corps qui est concerné, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on voit souvent qu'on a une combinaison pour traiter, mais on n'a pas de gants, par exemple. Voilà. Une fois que c'est rentré dans votre corps, qu'est-ce que la molécule, elle va faire? Ben, de toute façon, elle va être transportée par le sang. Qu'elle rentre par n'importe quel moyen dans votre corps, c'est le sang qui va transporter ces molécules. Donc une fois que c'est dans le sang, ben, ça peut aller n'importe où dans le corps. Tous les organes peuvent donc être atteints. Donc, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va en éliminer une partie quand même, hein, par l'expiration, par la sueur ou par l'urine, par différents moyens. On va éliminer ces molécules. Mais malheureusement, la majorité des molécules vont être stockées par votre corps. Pardon, excusez-moi. Donc ça peut être stocké dans le système nerveux, ça peut être stocké dans les os, le foie, les muscles, la graisse. Ça va être stocké à long terme dans votre corps. Et c'est ça le problème de ces produits pour votre santé. Hop. C'est que d'une part, vous avez des effets immédiats, ils sont peu courants, heureusement. Ça, c'est souvent les intoxications, c'est la toxicité aiguë. C'est souvent une absorption d'une dose massive, hein. Par exemple, je vais avaler, comme j'ai dit, avec ma bouteille de thé froid qui en fait contient du produit, je vais avaler une grosse gorgée de produit. Et bien là, directement, vous allez ressentir les effets. Ça peut aller jusqu'à la mort, bien entendu. Et puis, le plus embêtant, le plus difficile à prévoir, c'est les effets à long terme. C'est ce qu'on appelle la toxicité chronique. Ça peut aller jusqu'à 40, voire plus, 40 années, voire plus, avant que ça se manifeste. Donc là, vous avez des risques de cancer, de maladies neurologiques, troubles de la reproduction, des allergies ou différentes réactions. Et ça peut mettre de nombreuses années avant de se développer. Et ça, c'est quelque chose de très, très dur à prévoir et on le voit malheureusement que dans le milieu agricole en général, on a une augmentation maintenant des cancers qui sont peut-être dus à des absorptions de molécules phytosanitaires, mais à des absorptions qui remontent à plusieurs dizaines d'années. Donc c'est difficile de dire maintenant, ce produit que vous allez utiliser demain pourra à terme créer un cancer ou pas. C'est difficile d'avoir les preuves, mais on remarque une augmentation des cancers et d'autres maladies professionnelles dans le milieu agricole. Vous avez parlé tout à l'heure de la FDS, la fiche de données de sécurité. Alors, je vous en ai pris une, là j'ai mis 2 points, 2 rubriques. La rubrique 2, je ne vais pas trop revenir dessus, vous en avez parlé tout à l'heure avec les pictogrammes de danger, donc l'identification des dangers, je ne reviens pas trop en détail là-dessus. Mais on a une autre rubrique qui pourrait être très intéressante pour vous, c'est la rubrique 8,
contrôle de l'exposition et protection individuelle. Contrôle de l'exposition, bon, c'est des paramètres à contrôler, mais pas pour vous. Par contre, vous voyez, vous avez un petit pictogramme bleu avec un masque obligatoire. Sur la fiche de données de sécurité, vous allez retrouver toutes les informations, comment vous protéger lors de l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Donc, voyez pour l'exemple que j'ai pris, en cas de poussière, de la fumée ou du nuage, utilisez un appareil de protection respiratoire. Et c'est le type de filtre, vous avez même précisé en dessous, il faut un filtre à particules P2. Voilà. Ah, je vois que... Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a coupé ma présentation. Je suis désolé, j'ai juste un petit souci. Je vais essayer d'avancer comme ça. Donc, la fiche de données de sécurité détermine le type d'EPI que vous devez porter. EPI, c'est équipement de protection individuelle. Consulter la FDS que vous devez avoir, comme on vous l'a précisé tout à l'heure, permet de porter les EPI adaptés en fonction des substances dangereuses utilisées. On voit encore beaucoup trop souvent des vignerons, des agriculteurs qui vont traiter, qui portent un masque pour la poussière, qui n'est pas efficace pour les produits phytosanitaires. Ils se croient protégés, mais en fait, ça donne une fausse impression de sécurité parce qu'ils ne le sont pas du tout. Mais je m'excuse, j'ai un petit souci. Qui c'est qui a pris Pierre-Yves? Est-ce que c'est toi qui as... Voilà, j'ai pu retrouver. Merci. Nous, on te voit, ça fonctionne. Voilà, ben, j'avais plus rien qui fonctionnait. Il y avait quelqu'un qui avait pris le lead. Donc voilà, vos petits pictogrammes, vous retrouvez vos informations sur les fiches de données sécurité et ça vous permet de connaître les EPI adaptés à votre produit. Quand est-ce qu'il faut se protéger? Alors tout d'abord, la préparation, y compris la manipulation, le stockage, y compris quand on fait l'inventaire de son armoire phyto ou de son local phyto, il y a également des moyens de précaution à prendre, des mesures de prévention à prendre. Vous voyez ma petite image? Et bien là, il est protégé de A à Z. On a également tout ce qui est entretien, maintenance, nettoyage. Si par exemple vous êtes au champ ou à la vigne puis que vous avez une buse qui est bouchée, j'en vois encore trop souvent qui descendent du tracteur ou de la chignette, qui démontent la buse et qui vont souffler avec la bouche dans la buse pour essayer de la déboucher. Ben non, il faut aussi se protéger à ce moment-là. C'est une forte source de contamination. Bien entendu, l'épandage. Alors on le verra tout à l'heure, le moyen d'épandre son produit, bien entendu, va changer la dose de contaminants que l'on peut recevoir. Et il y a aussi tout ce qui est travaux consécutifs. Certaines cultures nécessitent un travail manuel. Typiquement, dans la vigne, on va faire les effeuilles. C'est dans la même saison que les produits de traitement. Pardon. Donc, il faudra penser à protéger les gens qui font les effeuilles lorsqu'ils rentrent dans la vigne, même après le délai d'attente de 2 jours, de 24 heures ou 48 heures. Les gens doivent être équipés avec des gants adaptés, des habits longs. Quand on est équipé d'un tracteur avec une cabine, c'est pas parce qu'on a une cabine qu'on est forcément protégé. À l'intérieur de votre cabine de tracteur, vous allez avoir des petites étiquettes ou des plaquettes avec une catégorie. C'est ce qu'on appelle la classe de cabine, la catégorie de protection. Il y a 4 catégories et il n'y a que la catégorie numéro 4 qui est homologuée pour les vapeurs, les aérosols et les poussières. En fait, il y a un filtre au charbon actif à l'intérieur. Si vous avez une cabine de catégorie 3, il est possible de la faire équiper en catégorie 4 généralement. Par contre, quand c'est une cabine catégorie 2 ou 1,
généralement, ce n'est pas possible de la suréquiper en catégorie 4. Ça veut dire que quand on est en catégorie 1, 2, 3, c'est comme si vous n'aviez pas de cabine. Ça veut dire que j'ai beau avoir une cabine sur mon tracteur, excusez-moi, il faut être sûr que cette cabine soit de catégorie 4, que les filtres soient changés, remplacés selon les données du constructeur. Si vous n'avez plus la plaquette ou plus l'autocollant comme les photos en exemple, vous pouvez tout à fait trouver les informations sur le mode d'emploi de votre tracteur ou au pire vers votre garage, atelier agricole. Voilà, je reviens sur ma maintenance. Quand vous êtes au champ, quand vous êtes à la vigne, il faut changer une buse, il faut intervenir sur la machine. C'est bien de prévoir, si vous avez votre cabine, vous êtes protégé, vous êtes en catégorie 4, si vous intervenez directement sur la machine, d'avoir une paire de gants, en tout cas, qui est adaptée aux produits phytosanitaires dans la cabine du tracteur, ainsi qu'un petit sachet avec éventuellement des buses de rechange directement avec vous dans la cabine, ce qui vous permet de pouvoir intervenir, changer la buse qui serait éventuellement bouchée, prendre la buse bouchée à l'atelier pour s'en occuper plus tard, mettre votre buse de rechange et comme ça, vous pouvez directement repartir. Quand on a une cabine, également, pensez au moment de la préparation. Quand vous préparez votre produit phytosanitaire, vous n'êtes pas dans la cabine. Donc, il faudra une protection intégrale. Il existe des tabliers ou des tabliers avec manches que vous pouvez utiliser pour enlever facilement. Bien sûr, prévoir les gants, les chaussures bottes que pour traiter. Et n'oubliez pas surtout la protection de votre visage. Il n'y a pas forcément besoin de protection respiratoire à ce moment-là, vu que le produit n'est pas encore pulvérisé, il est sous forme concentrée. Mais il faudra empêcher les éclaboussures de ces différents produits de vous atteindre directement au visage, particulièrement aux yeux. Par contre, quand vous n'avez pas de cabine, donc ça veut dire que vous traitez soit à pied, soit en tracteur sans cabine, ou alors je le rappelle, catégorie 1, 2, 3 également, vous devez être équipé complètement pour l'épandage. Combinaison de traitement, vous avez des combinaisons jetables, des combinaisons lavables, des gants. Alors, pas n'importe quel gant, il faut qu'ils soient homologués. Je vous montrerai tout à l'heure les petits pictogrammes. Chaussures ou bottes que vous allez dédier pour les traitements, c'est-à-dire vous en servir uniquement pour les traitements. Et bien entendu, protection du visage avec filtre, ou encore mieux, masque ventilé, mais filtre adapté. Je reviens sur ces filtres juste après parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais vous devez être intégralement protégé. Et je le répète, c'est important, y compris si vous avez une cabine qui n'est pas de catégorie 4. Pour la protection respiratoire, vous avez 3 différents masques qui existent, 3 grandes familles. Donc vous avez les masques jetables. Alors je vous dis tout de suite, les masques jetables, ça ne fonctionne pas pour les produits phytosanitaires. Il n'existe pas de masques jetables qui vont faire les brouillards, les poussières, pardon, pas les poussières, les aérosols, pardon. Les masques jetables, c'est uniquement pour les particules comme la poussière. Donc ce genre de masque, vous oubliez tout de suite pour tout ce qui est produits phytosanitaires. On a ensuite les masques à cartouches. Vous avez celui qui est en image, il y a également des masques faciales complets avec les cartouches. Là, il faut que le masque il soit adapté avec les bonnes cartouches. Les cartouches qui sont à changer chaque année. On verra tout à l'heure, il y a plusieurs couleurs parce qu'ils peuvent filtrer plusieurs types de produits différents. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est le A2, tout ce qui est vapeur organique. Donc, vous aurez la protection poussière et en plus la protection vapeur organique. Le dernier, c'est le masque à ventilation. C'est le même principe que le masque à cartouche, sauf qu'il est assisté d'une batterie et d'un moteur qui va vous pulser l'air à l'intérieur du casque. Ça peut être adapté si vous avez justement un tracteur et puis que vous êtes assis. C'est vrai que si vous travaillez avec un atomiseur, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir la ceinture avec l'accu et la ventilation.
Mais les retours qu'on a, c'est des retours extrêmement positifs parce qu'il y a tout le temps de l'air frais qui est amené dans le casque, donc ça peut aussi être agréable même quand il fait chaud. Ça empêche la buée également. Par rapport aux cartouches de filtration que vous avez pour ces différents masques, ce qui est important, c'est qu'il y a un code couleur et celui qui a tout en haut, là, la bande brune, type de filtre AX, c'est ce type de filtre-là qui permettra de filtrer tout ce qui est produits phytosanitaires. Donc les masques en papier jetable, ils sont blancs, c'est le P, et ils ne filtrent que les, les particules solides et liquides comme la poussière, les fibres, etc. Pour tout ce qui est produit de traitement, il faudra rajouter le filtre brun. Dedans, il y a du charbon actif pour empêcher ces éléments d'atteindre votre corps. Voilà. Aussi, je viens sur les travaux consécutifs. Alors ça, c'est en particulier pour les cultures de la vigne, les cultures du tabac ou autres. Alors bien sûr, vous avez déjà le délai de réentrée. Donc certains produits ne vous permettra pas de rentrer dans la parcelle avant 24-48 heures. Mais ensuite, vos équipes, par exemple pour les feuilles, devront être équipées. Manches longues, pantalons, des gants spécifiques à ces travaux, dédiés pour ces travaux et qui sont prévus pour ces travaux. Donc, ça veut dire qu'ils auront le pictogramme pour les produits dangereux. Pour les habits, ce n'est pas trop un problème, vous précisez à vos ouvriers. Par contre, les gants, c'est quand même à vous de fournir les bons gants pour vos employés. Les chaussures ou les bottes, bien sûr, doivent être dédiées que pour ces travaux. On voit que régulièrement, dans les vignes, il fait chaud au printemps, donc des gens aux effeuilles avec les petites chlapettes et puis en short et en t-shirt. Je comprends, il fait chaud, mais il faut quand même se protéger. Il y a des études qui ont été faites en France. Les personnes qui effeuillaient la vigne, ils avaient plus de résidus de produits sur leurs doigts qu'il y en avait sur les feuilles de vigne à la fin de la journée. Donc c'est quand même un moyen de rentrer dans le corps qui est privilégié par le contact. Dans tous les cas, observez les indications du fabricant du produit et des EPI. Donc, vous avez vu les fiches de données sécurité pour ce qui concerne les produits, où vous trouvez toutes ces informations, mais également chaque EPI, vous avez un mode d'emploi. Vous allez trouver toutes les informations sur l'EPI dedans. Pensez à changer régulièrement tout ce qui est jetable, que ce soit les gants, les combinaisons. Les filtres du masque, ils ont également une durée de vie. Filtre du masque, on dit qu'il faut changer chaque année. Combinaison jetable, théoriquement, elle s'utilise qu'une seule fois. Les gants jetables, la même chose. Et après, c'est pas parce qu'on a des vêtements durables qu'il ne faut pas s'en occuper. Les combinaisons de traitement qui sont durables, qu'on peut réutiliser, nécessitent un lavage régulier, voire même un traitement pour la rendre de nouveau imperméable après un lavage. Lavez également vos machines, vos outils, c'est éviter les contaminations. Je vais assez vite, il y a beaucoup d'informations, mais j'ai peu de temps. Mais je vais vous donner après un site qui pourra vous aider pour trouver plein d'informations. Le voilà. Donc le toolkit, protection de l'utilisateur de produits phytosanitaires. Vous avez l'adresse, je vous ai mis à la fin de la présentation aussi un autre QR code pour vous y rendre. Vous trouvez plein de choses pour vous aider, vous conseiller sur toute l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est totalement gratuit. Vous avez par exemple la web application. Cette web application, vous pouvez l'utiliser. Donc en fait, il suffit de rentrer le nom commercial d'un produit de traitement, la culture dans laquelle vous allez utiliser ce produit, et le programme va automatiquement vous dire comment vous devez vous protéger pour utiliser ce produit. Là, on a un exemple, préparation de la bouillie, on est au niveau 3, il faudra les gants, la combinaison, la protection des yeux et une protection respiratoire. Pour l'application de la bouillie, si pas de cabine fermée, on n'aura besoin plus que des gants et de la combinaison. Et les travaux successifs, donc quand je retourne dans la culture pour travailler manuellement, j'aurai besoin de la combinaison,
et des gants. Donc pour chaque produit, vous trouvez toutes les informations nécessaires. Alors vous pouvez très bien, avant chaque traitement, rentrer tous vos produits, puis prendre celui qui nécessite le plus de protection. Mais c'est quand même un sacré boulot. Nous, on conseille vraiment de vous équiper totalement avant chaque épandage, avant chaque préparation. Ensuite, sur ce site, vous trouvez également beaucoup de conseils comment vous organiser, que ce soit à la ferme, sur l'exploitation. Par exemple, ici, vous avez le local de stockage, avec tout ce qui est demandé pour le local de stockage. Donc, chaque fois, vous aurez les petits numéros qui vous seront rapportés à ce que vous devez avoir dans le local de stockage. Je précise que c'est la situation parfaite sur ces images, hein. J'ai rarement vu ça lors de mes visites, mais on va essayer de s'en approcher un maximum. Local de stockage, il faut vraiment que déjà qu'il soit fermé à clé, pas accessible aux personnes non autorisées. Après, avec les pictogrammes sur la porte, empêcher l'accès, avoir les produits qui sont dans des bacs de récupération, ça veut dire en cas de fuite, ça doit être récupéré. Trousse de secours avec rince-œil qui doit être à disposition, pas très loin. On a également des conseils pour le vestiaire. Vestiaire bien organisé, structuré, pour ne pas mélanger vos habits de tous les jours avec les habits des produits de traitement, pour éviter les contaminations. Après, on aura des conseils concernant l'aire de préparation. Comment est-ce organisé pour éviter les contaminations également. Également des conseils sur ce site pour l'aire de remplissage et de lavage. Voilà. Ensuite, vous avez tous reçu la brochure du SECO, soit sous format papier, soit sous format informatique. Il y a plein d'informations là-dessus. Je vous encourage à la lire. Le site du toolkit, le QR code là que je vous ai mis, vous pouvez y accéder directement. Il y a également beaucoup de choses. Nous, on est également à disposition pour vous renseigner. Le SPA, donc il y a le numéro de téléphone ici, vous avez une adresse mail, si jamais vous avez notre adresse Internet également. Pour tous ceux qui seraient membres d'AgriTop, vous retrouvez tout ça sous le programme CEFLI, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis moi, j'arrive justement au terme gentiment de temps qui m'est mis à disposition. Donc j'ai fait quelque chose d'extrêmement vite, d'extrêmement raccourci. Je vais essayer de voir maintenant s'il y a des questions. Hop. Merci beaucoup René. Il y a une question qui est arrivée, notamment on est d'accord que voilà, du moment qu'on utilise des produits utilisés en biodynamie ou en bio, on doit également se protéger. Donc moi j'ai indiqué que les équipements de protection individuelle figurent sur les étiquettes et c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'on ne doit pas se protéger que les gants et la tenue de protection sont le minimum. Est-ce que tu aurais autre chose à compléter par rapport à ces produits bio, entre guillemets? Alors c'est vrai qu'il ne faut pas croire que bio égale non dangereux pour l'utilisateur, hein. On a aussi des produits bio qui nécessitent une grosse protection individuelle. Bio, pour nous, la personne qui va utiliser, ça ne veut pas dire que c'est sans danger. Donc on trouve également sur le toolkit et sur le site les informations pour les produits bio, mais généralement la protection est plus ou moins la même que pour les produits non bio. Merci. Et puis, il y a une question ou une personne qui demande, il existe des combinaisons jetables pour les travaux de peinture, par exemple. Est-ce que ça suffit? Alors non, les produits de peinture ne sont pas là, c'est pas les mêmes normes. Vous retrouvez une série de petits pictogrammes, et vous avez peut-être vu un pictogramme pour les produits chimiques. En fait, maintenant, ils ont sorti un pictogramme qui est spécifique pour les produits phytosanitaires. Donc, vous le trouvez sur les gants, sur les combinaisons, sur les différents matériels. C'est un pictogramme avec l'Erlenmeyer chimique, et en plus, ils ont rajouté une petite feuille à côté. Je n'en ai pas ici, mais je pense que ça, vous trouvez dans la brochure du SECO, elle doit y être. Au pire, sur notre site. Ouais, c'est dans la brochure du SECO, pour ceux qui l'ont, donc cette brochure, la brochure qui est en image là,
à la page 11, vous retrouvez sur les types de vêtements de protection avec les différentes normes et les différents pictogrammes que vous devez trouver. Merci Et pour les beaucoup. Et il y a encore une traitements question. en plante Ouais. par plante, par exemple au picobello, quelle protection? Qu'on fasse du traitement plante par plante ou sur toute la culture, la protection ne change pas. Je le sais parfaitement, mais ma clientèle est souvent peu consciente de la nocivité des produits utilisés en bio. Oui, alors ça, je l'ai déjà remarqué aussi, hein. Je vais donner ce genre de cours un peu plus complet, par exemple dans les micro-fermes. Et ils n'ont pas conscience que pour eux, bio égale non dangereux. Mais voilà, c'est une culture d'entreprise, une culture de la sécurité à essayer d'amener, et c'est pas facile, je sais. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore des questions qui concerneraient l'utilisation de ces produits par rapport à la sécurité? Si c'est le cas, vous pouvez quand même prendre la parole, vous pouvez lever la main, je pourrais activer votre micro, autrement utiliser le chat, mais je pense qu'a priori tu as fait le tour. En Merci vitesse. beaucoup René, et aussi d'avoir respecté le timing qui te... Alors voilà, il y a une question qui est là, et je vais activer, donc on a Thierry. Thierry Maire, je vais activer votre micro. Voilà, monsieur Maire, normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro vous-même et puis poser votre question. Donc, il vous faut cliquer sur le petit micro que vous avez en haut là de votre navigateur. Normalement, vous devriez pouvoir le faire. J'ai activé. Et sinon, il faut utiliser le chat. Alors, apparemment, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour monsieur Tabor du SPA? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Du coup, ben, René, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Et puis, ben, pour tous les participants, n'hésitez pas à prendre contact avec le SPA en cas de questions particulières, de consulter le toolkit qui est très bien fait, qui renseigne Mm. précisément sur la manière dont on doit se protéger. Vous ne pouvez plus dire je ne savais pas, vous avez toutes les informations à disposition et c'est très bien imagé et vulgarisé. Merci beaucoup, René. Merci à toi, merci à tous. Bonne journée. Voilà, du coup, je reprends la main. On a réussi à tenir le timing. L'objectif, c'est qu'on termine un petit peu avant midi. Je voulais peut-être juste encore vous montrer un élément, partager mon écran. Voilà, donc sur ce site-là, donc c'est le site qui a été créé par la Confédération pour vous renseigner par rapport à ce nouveau permis de traiter. Donc si vous tapez permis PPH sur Google, vous allez forcément y arriver. Et puis ensuite, par rapport aux questions de savoir est-ce que mon diplôme est reconnu ou pas. Donc quand on arrive sur la page ici, on va cliquer sur Je veux échanger mon permis. On a quelques informations, on descend, et puis là, vous avez la liste des justificatifs acceptés pour obtenir le nouveau permis. Et c'est ici que vous allez trouver l'ensemble des diplômes que la Confédération considère comme équivalents à ce nouveau permis de traiter. Donc là, on voit par exemple, voilà, il y a le détail, il y a les années aussi auxquelles le diplôme a été obtenu. Donc, en cas de doute de votre côté, n'hésitez pas à aller consulter ce site. Vous allez retrouver l'entier des diplômes. Donc, on a aussi les diplômes maîtrise, les diplômes HES, on a les années, on a le type d'école qui a été suivi. Donc, normalement, en consultant ce site-là, vous aurez très facilement la réponse. Est-ce que mon diplôme il est équivalent ou pas? En cas de doute, vous pouvez toujours, bien entendu, nous contacter en direct, soit nous dans le canton de Vaud, ou bien les collègues des autres cantons qui vous répondront aussi volontiers. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une autre question pour l'examen sur Neuchâtel. Alors, effectivement, pour tous les candidats neuchâtelois qui sont en ligne, donc comme vous êtes nombreux, vous êtes une bonne soixantaine à vous être inscrits sur le canton de Neuchâtel, le canton de Neuchâtel a décidé d'organiser une session d'examen directement dans votre canton. Donc nous, on a transmis la liste des inscrits aux collègues de l'Office de la viticulture. L'examen aura lieu à Cernier, aux mêmes dates que dans le canton de Vaud, donc le 17 et le 20 novembre. Et c'est le canton de Neuchâtel qui va vous convoquer directement ces prochains jours. Donc en cas de doute ou de questions par rapport à l'examen sur Neuchâtel, merci de contacter directement l'Office de la viticulture, donc monsieur Rémi Raymond ou bien Aurel Jobin, qui vous répondront volontiers en direct.
Voilà. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions qui resteraient par rapport à ce qui a été présenté ce matin ou bien par rapport à cette nécessité d'obtenir ce permis. Donc n'hésitez pas à vous signaler par la main ou bien en direct sur le chat. Ça a pas... Comment obtenir la dernière présentation? Oui, alors la présentation du SPA qui vient d'être réalisée par Monsieur Tabor, je l'ai obtenue ce matin ou hier soir. Donc j'ai pas eu le temps de la mettre en ligne. Donc bien entendu que je vais la télécharger après-midi sur le serveur. Donc là, vous avez trouvé les autres présentations. Dès 13 h cet après-midi, la présentation de Monsieur Tabor sera disponible aussi. Les informations principales, vous les avez aussi bien entendu dans la brochure du SECO qu'on vous a donné. Et puis la question, est-ce qu'on l'aura aussi en version papier? Alors je pense que la brochure du SECO suffit largement, en tout cas pour l'examen. S'il y a un souci pour la télécharger, alors voilà, certains n'ont pas en lien au serveur, donc ça, je reviendrai en direct avec les personnes concernées. Donc soit vous m'appelez, vous mettez un petit mail et puis on trouvera une solution. Mais donc la présentation sera en ligne cet après-midi. Voilà. Est-ce qu'on aurait encore autre chose sur le feu? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je vous rappelle donc la suite du programme pour ces prochains modules. Donc, cet après-midi, les maraîchers parmi vous, vous aurez la possibilité de suivre le module prescription d'utilisation et utilisation du pulvé pour le maraîchage. Donc, dans les cultures maraîchères, ce sera cet après-midi. Pour les autres domaines d'activité, donc on pourra se retrouver jeudi en fonction de votre domaine. Donc, on aura un module grande culture, un module arboviti conjugué et puis le module maraîchage qui est cet après-midi. Voilà, on a la question de Monsieur Maire en ligne. À quel endroit dans le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière avec tous les liens où vous pouvez vous connecter? Là, c'est voilà. Ah ben voilà, le lien est mis aussi. Donc dans le mail, vous avez le lien vers le site où tous les documents sont téléchargés et il vient d'être ajouté ici directement en ligne. Donc, normalement, vous devriez avoir tout ce qu'il faut. S'il y a un souci, n'hésitez pas à nous contacter en direct encore ces prochains jours. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne suivraient pas les prochains modules, donc ils seront également enregistrés, donc comme celui-ci. Je mettrai les liens sur notre site internet. Comme ça, vous pourrez consulter ces sessions à un moment qui vous convient, donc le soir, le week-end, pour vous préparer au mieux pour ces examens. Et puis voilà, pour les personnes qui auraient besoin d'un support papier pour le SPA, voilà, je prendrai vos coordonnées, je reviendrai vers vous en direct. Est-ce qu'on aurait encore autre chose? Je vois qu'apparemment les présentations vous ont plu, c'était l'objectif. Si ce n'est pas le cas, on va terminer la présentation, la session maintenant. Donc je vais stopper l'enregistrement. Voilà. Donc l'enregistrement est